Bon, je propose qu'on commence. Bienvenue à tous. Merci de votre présence sur ce webinaire organisé par Sabio, la FRC et Forrester, avec un thème aujourd'hui qui est un thème clé dans le monde qui nous anime autour du service client, qui est l'opportunité de se différencier par l'expérience client. Donc, on va faire un rapide tour de table en commençant par Karine. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Je suis Karine Cardona-Smith, je suis senior analyste dans le groupe de recherche CX de Forrester sur l'expérience client. Eric, qu'on ne présente plus. Aussi, bonjour à tous, c'est à cause des cheveux blancs. Je suis ravi de participer à ce webinaire avec Sabio et Forrester qu'on connaît bien, puisqu'ils sont membres de la FRC. La FRC, c'est la plus grosse communauté des professionnels de la relation client. On partage, on essaye de surtout s'informer sur les bonnes pratiques et sur les tendances. On est à la fois un think tank et un lieu d'échange pour essayer de faire reconnaître que l'expérience client est une discipline, aussi reconnue d'ailleurs que le marketing ou le commerce. Et je pense qu'avec Forrester et Sabio, on partage exactement les mêmes idées et la même passion. On va en parler tous ensemble. Merci Eric. Et donc Hervé Racine, donc je suis country manager de Sabio en France pour les territoires France, Italie, Maroc. Sabio, donc on est une société britannique spécialiste en expérience client avec des compétences à la fois de conseil mais aussi d'intégration sur toutes les solutions connues du marché et pour aider nos clients à améliorer l'expérience de leurs propres clients. Donc bienvenue à tous encore. Je vais passer la main à Karine qui va nous faire une présentation d'une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat et à l'issue de cette présentation, on aura une session interactive où chacun pourra évoquer des questions, des commentaires sur le contenu du webinaire et on fera en sorte de répondre à l'ensemble des questions. On estime une durée d'environ 45 minutes et 20 minutes pour la présentation. Karine. Merci Hervé. Alors effectivement, ce qui m'intéresse moi au sujet du service client, c'est pas tant l'innovation technologique qui fait le buzz, mais bien son aspect humain. Et mon intention aujourd'hui, c'est de vous faire changer de perspective au sujet du service client, en particulier de ce service client humain, car il me semble que c'est une opportunité de différenciation pour l'expérience client qui est souvent négligée. Et alors, quand on parle service client, ce qu'on entend le plus souvent, c'est une affaire de coût. C'est pas très surprenant, hein, la transformation digitale n'a pas fait diminuer le volume de contact au service client, au contraire. Et évidemment, avec plus de volume, des effectifs additionnels, des coûts opérationnels qui grimpent, c'est pas très surprenant que les entreprises se focalisent sur cet aspect coût. Mais s'il y a un message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est que il faut changer de perspective et regarder le service client non pas comme un centre de dépenses sur votre budget opérationnel, mais comme un formidable réservoir d'opportunités pour votre expérience client. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je trouve que il y a des perles qui ne demandent qu'à être ramassées là. Si vous pensez vos agents qui parlent tous les jours avec vos clients ont développé une profonde connaissance de leurs besoins et peuvent vous donner des informations précieuses à leur propos. Ils peuvent vous aider à prioriser votre roadmap, mettant en lumière ce que vos clients attendent de vos produits, ce qui répondrait quelquefois à des besoins qui sont même pas encore identifiés. Ils peuvent aussi vous aider à booster vos ventes. Les clients qui s'adressent à vous ne le font pas uniquement quand ils ont un problème, ils le font aussi souvent pour vous demander des précisions sur un produit ou des services complémentaires à ceux qu'ils possèdent. Mais ce qui est encore plus précieux, c'est ce moment d'interaction, d'être humain à être humain. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez démontrer à vos clients à quel point vous les comprenez, à quel point vous tenez à eux. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous différencier. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et j'espère vous donner suffisamment d'inspiration pour que vous puissiez, à votre tour, porter un nouveau regard sur le rôle de vos agents au service client et que vous puissiez remettre à niveau vos procédures qui empêcheraient ce moment d'interaction et d'échange. Alors, si on commence à regarder la réalité pour un client qui cherche à parler à un agent humain, très souvent la réalité ressemble à ça, un labyrinthe qui transforme l'expérience en parcours du combattant.
Vous avez probablement vous aussi eu cette expérience. Vous pouvez peut-être vous reconnaître dans ce client qui doit naviguer plusieurs touchpoints entre une liste de fac qui n'est pas forcément utile ou un agent automatisé qui ne répond pas forcément à vos questions, et essayer de naviguer pour trouver un numéro de téléphone qui est parfois bien caché sur un site web, ou de naviguer un serveur vocal interactif qui est très très long. Alors, quand finalement, après tant d'efforts, le client parvient à joindre cet humain à qui il souhaitait parler, qu'est-ce que devient cette formidable opportunité? Elle a disparu. Elle a disparu, elle vient d'être gâchée par l'effort et la frustration que ce parcours d'obstacles a demandé. Et si on regarde ce qu'il en est pour l'agent, ça vous étonnera pas de savoir que les plus talentueux vont pas trouver aussi un intérêt à rester un emploi qui consiste à échanger à longueur de journée avec des clients râleurs ou en colère. Ils vont probablement aller chercher mieux ailleurs. Le pire que je vois dans son contexte, c'est que la valeur des agents n'est même pas souvent reconnue. Ils sont très très souvent déconnectés des équipes produits ou des équipes CX. On les invite rarement à collaborer sur l'optimisation de parcours client ou sur des initiatives de design de service. Ce qui fait qu'au lieu de saisir l'opportunité qui réside au cœur de cette interaction entre êtres humains, bon nombre de sociétés s'en détournent. Or, nous savons à Forrester que la qualité du service client est un moteur de la qualité de l'expérience client. C'est ce que démontre une analyse approfondie de nos données, collectées de manière mondiale auprès de milliers de consommateurs à propos de leur expérience avec plus de 600 marques. Lorsqu'on regarde nos données CX Index, année après année, le service client se classe comme le principal facteur de qualité de l'expérience. Et si on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'il s'agit essentiellement de 3 facteurs. C'est le fait que les agents sont capables de répondre à toutes les questions d'un client, que l'entreprise résout les problèmes de manière dans les temps, de manière acceptable au niveau temps, et que les agents sont aussi habilités à résoudre les problèmes seuls, sans faire appel à un manager pour prendre une décision. Ça semble peut-être très bateau, mais nous savons aussi qu'il reste une grande marge de progression à ce niveau pour beaucoup de marques. Alors, de mon côté, j'ai souhaité regarder l'aspect plus qualitatif de ces données, essayer de trouver ce qui rend une expérience mémorable. Je voulais vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui est différenciant. Et pour ce faire, j'ai utilisé une histoire partagée sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous présenter brièvement cette histoire et puis ce que j'en ai appris. Cette histoire vient de Ian qui se trouvait à l'aéroport Charles de Gaulle avec sa famille en rentrant de vacances. Et par un geste malencontreux, son plus jeune fils a fait tomber dans un interstice très étroit entre les sièges son téléphone. Ian a tenté de le récupérer, c'était vraiment impossible. Il a dû embarquer pour son vol de retour aux USA en laissant son téléphone là. Et vous pouvez aussi, comme moi, imaginer ce qu'il a ressenti à ce moment-là. La perte d'un téléphone, c'est probablement plus qu'une simple perte matérielle. C'est probablement aussi des photos, des souvenirs, des choses qui n'ont pas été sauvegardées ailleurs. Donc, vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, Ian a probablement pensé et senti qu'il ne reverrait jamais son téléphone et qu'il avait perdu probablement des souvenirs précieux sur ce téléphone. Mais en fait, quelques temps plus tard, il a reçu un message d'Étienne, le directeur du service client, qui lui a annoncé qu'il a pu récupérer son téléphone. Et Étienne a ajouté à son message une photo du crochet qu'il a fabriqué pour arriver à récupérer, passer cet interstice étroit et arriver à récupérer le téléphone. Alors, après réception de son téléphone, Ian a partagé cette histoire sur LinkedIn pour remercier Étienne et son équipe. Et il a reçu beaucoup de réactions et de commentaires. Et ce sont eux que j'ai utilisés pour une analyse. On a regardé les 1000 premiers commentaires pour essayer d'identifier ce que les gens souligneraient dans cette histoire et ce qu'ils considéreraient comme les facteurs un peu différenciants ou les facteurs waouh, on peut les appeler comme ça. Et en fait, on a identifié quelques thèmes. Le premier, c'est vraiment la culture et l'esprit de service. Les gens notent que voilà, cette histoire vraiment démontre l'esprit de service
qui est en œuvre avec ses équipes services. Le second thème qui a été souligné, c'est l'ingéniosité qui a été déployée pour trouver une solution au problème. Beaucoup de commentaires à la MacGyver et soulignant l'ingéniosité dont a fait preuve Étienne. Et le troisième thème, c'est celui pour lequel les commentaires avaient une connotation émotionnelle la plus forte. Et ça, c'était vraiment l'humanité qui était soulignée. Vous pouvez voir quelques-uns de ces commentaires. C'est vraiment des commentaires qui ont une charge émotionnelle très importante. Et au sein de ce thème, on a trouvé un sous-thème qu'on a appelé en faire encore plus, qui est revenu vraiment beaucoup. Pour vous donner une idée de la distribution de ces facteurs différenciants, vous pouvez voir ici que pour 19%, c'était la culture, l'esprit de service. La mise en œuvre d'une solution, l'ingéniosité représentait 21% des commentaires et l'humanité représentait 60%. 60% de commentaires avec 38%, cette catégorie un peu spéciale qui était en faire encore plus, ou going the extra mile en anglais. Alors, est-ce que vous pouvez aussi mettre ça en place? Il y a probablement, cette histoire est un peu particulière, elle a une résolution un peu inhabituelle, mais il y a actuellement des entreprises qui saisissent cette précieuse opportunité et trouvent moyen de démontrer leur humanité à leurs clients et d'aller un peu plus loin que ce que les clients. Après ton intervention, Karine, si tu veux bien, je te redonnerai des exemples de la FRC, mais je te laisse finir. Bien sûr, bien sûr. Je suis sûre que tu en as beaucoup à partager. Alors, deux exemples juste. Le premier, c'est le supermarché Jumbo qui s'est rendu compte en fait que ces points de vente avaient un rôle particulier dans la société. Ils sont souvent un lieu social auprès d'une clientèle un peu plus âgée. Et l'entreprise a trouvé un moyen de démontrer cette humanité en ouvrant des caisses qui s'appellent Kletskassa en néerlandais, qui pourrait se traduire par des caisses bavardes. Donc, ce sont celles qui sont dédiées aux clients, comme les personnes âgées, mais pas que, enfin, qui ont envie de prendre son temps. Donc, ces personnes qui souhaitent prendre leur temps au moment de leur passage en caisse et avoir un rapide échange qui dépasse juste ce moment de comptabiliser et de payer. Pour l'aspect en faire encore plus, ou going the extra mile, ce que fait la banque DBS en Asie est un très bon exemple. Lorsqu'un client appelle pour une carte perdue, par exemple, la première question que l'agent du service client va poser à ce client, c'est pas quel est votre nom ou quel est votre numéro de client, non, c'est est-ce que vous êtes en sécurité? Et ça, c'est très important parce que la DBS démontre sa compréhension de ce contexte client qui est tellement important et qui se dit, si vous avez perdu une carte, si vous appelez pour une carte perdue, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à perdre votre carte. Soit vous l'avez effectivement perdue, soit vous avez été volé. Et dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement être dans un moment de détresse. Donc, juste avec cette première question, DBS est vraiment à même de démontrer une humanité qui peut faire la différence. Alors évidemment, dans un second temps, l'agent va guider le client dans la recréation de sa nouvelle carte, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va également, dans un troisième temps, adresser des questions qui ne sont pas forcément attendues par le client en offrant une liste de numéros utiles. Vous pouvez imaginer que si vous avez été volé, vous avez perdu votre carte, mais probablement aussi d'autres cartes, peut-être vos papiers d'identité, votre permis de conduire, d'autres choses qui se trouvaient dans votre sac. Et donc, en offrant cette liste de numéros utiles, l'agent proactivement aide le client à poursuivre ses démarches et rend ses démarches ultérieures plus faciles. Donc, vous aussi, de la même manière que DBS le fait pour démontrer, ou Jumbo pour démontrer son humanité et aller en faire encore un petit peu plus, vous pouvez aussi saisir cette opportunité de différenciation qu'est le service client en faisant trois choses assez simples.
La première chose, c'est de piocher dans le savoir de vos agents. Mettez-les en contact avec vos équipes produits, invitez-les à vos ateliers de journey mapping ou vos efforts de recherche utilisateurs. Vous pouvez également revisiter vos parcours de service client. Mettez en lumière ces moments négatifs. Est-ce que vous dirigez vos clients dans ce labyrinthe ou ce parcours du combattant? Est-ce qu'il y a des moments dans ce parcours qui sont difficiles et pour vos clients, mais aussi pour vos agents? Mettez en lumière ce parcours de bout en bout. Et puis, vous pouvez à ce moment-là décider ou voir où des solutions techniques peuvent bénéficier les deux parties, et vos clients et vos agents, pour mettre en place et favoriser ce moment d'échange de manière plus qualitative. Et enfin, pour en faire encore plus, il va vous falloir trouver ce qui fait sens pour vous dans votre domaine d'activité, pour vos parcours. Vous pouvez par exemple utiliser vos programmes de voix du client pour découvrir ce que vos clients disent, apprécier particulièrement à propos de vos échanges, et mettre ça en place de manière systématique. Donc vraiment, ne focalisez pas seulement sur vos coûts opérationnels au regard de votre volume d'appels. Changez votre perspective pour regarder chaque interaction avec un client, y compris dans le cadre d'une plainte. C'est une opportunité à saisir. Et avec une bonne démarche, vous pouvez faire ce qui est bon pour vos clients, ce qui est bon pour vos agents et ce qui est aussi bon pour vos affaires. Alors, je vous remercie et j'espère qu'on va pouvoir entamer la discussion avec vos questions, vos commentaires et Eric, tes exemples d'autres bonnes pratiques. Oui, merci beaucoup Karine. Écoute, je vais complètement dans ton sens, hein. En effet, l'humain fait la différence. Il a fait la différence pendant la période de confinement, les différentes périodes de confinement et la crise Covid. Je vais vous citer quelques exemples. Puisque lorsque le premier confinement est arrivé, d'un seul coup, je vais vous citer 3 marques qui ont été très très vite impactées. D'abord Nespresso qui a dû fermer ses boutiques alors qu'elle vendait en B2C essentiellement par ce canal, même s'il y a aussi d'autres canaux qui sont utilisés, Internet et le téléphone. Et donc la fermeture des boutiques a basculé complètement les volumes et la continuité de service, puisque on peut plus vivre sans café, hein, on est tous concernés, avec des solutions par téléphone. Et en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que, avec bien sûr les traitements de volume qui ont multiplié par 4 ou 5, et donc des solutions digitales ont été inévitables, c'est qu'ils ont décidé d'appeler leurs clients pour leur faire connaître d'abord faire passer de l'émotion, demander comment ils allaient, parce qu'ils étaient très inquiets aussi sur les états de santé, hein, et une marque comme Nespresso qui s'intéresse à ses clients et à leur santé, c'est quand même, moi je trouve, une attention qu'il faut souligner. Et ils ont décidé de leur offrir des capsules, des grands crus, ils appellent ça des grands crus, hein, dans leur jargon. Donc ils ont décidé de leur offrir du café et de leur permettre aussi d'accéder à distance à des webinars pour pouvoir voir les actions de Nespresso, par exemple dans l'art, dans la culture, etc. Donc, ils ont pris en fait le coup et ils ont pris rendez-vous avec d'autres moyens, avec leurs clients pour garder le contact. Ils ont humanisé en fait la relation client et ça a été très très bien ressenti par les clients. Ils sont restés fidèles et dès que les boutiques ont rouvert récemment, ils ont pu retrouver le lien physique, le contact physique. Deuxième exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est Intermarché. Je vais citer une marque de distribution, Intermarché en France, qui joue la proximité, qui joue les valeurs avec ses consommateurs, a été tout de suite obligé de mettre en place des courses qui étaient prises sur des outils, des canaux digitaux, avec des bots, mais aussi avec WhatsApp. Et donc, les personnes âgées, les personnes fragiles, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces canaux d'interaction client, ont été mis un peu de côté. Et donc, Intermarché a décidé d'ouvrir une ligne VIP, une ligne de téléphone dédiée aux personnes fragiles et aux personnes âgées. Et la solidarité dont tu parlais tout à l'heure a joué son plein, puisque certains voisins aussi allaient chercher les courses chez Intermarché. Intermarché, avec le drive, leur permettait de se faire livrer, mais rappeler régulièrement leurs clients pour garder le contact. Donc, je pense que c'est l'humain qui a fait la différence. Intermarché continue d'avoir des volumes importants
Et derrière, on en parlera tout à l'heure, derrière l'expérience client, il y a forcément de la performance de l'entreprise. Quand tu disais au début, ce sont des centres de coûts, ça nous hérisse le poil. C'est-à-dire que c'est pas possible de considérer que aujourd'hui, la relation client avec la moyenne des canaux qui sont utilisés, tout prétexte de relation et d'interaction client ou de conversation est un prétexte de connaissance client, de satisfaction et de fidélisation. C'est pas possible aujourd'hui qu'on dise encore que c'est un centre de coûts. Enfin, je vous citerai d'autres exemples. Et puis, je voulais aussi vous citer la Maïf. Enfin, ça m'étonne également, hein. Et je dois dire que ça m'étonne toujours de voir que j'ai quelquefois des questions de grandes marques qui nous demandent assistance et qui commencent en disant il faut qu'on arrive à faire baisser les coûts. Donc, on prend vraiment ce parti de regarder le service client comme une histoire d'opérationnel presque pur et simple. Et c'est terrible de voir que c'est malheureusement encore le cas. Alors, quand on réfléchit à comment essayer d'aider ces marques pour faire la différence et proposer une expérience qui soit positive, il faut vraiment arriver à changer de perspective et tourner, regarder les choses de manière un peu différente. Il faut trouver cette bonne balance. C'est aussi très variable en fonction du marché sur lequel la marque intervient. Enfin, je pense que les champions d'humanisation de la relation client, ça reste, parmi les champions, les sociétés d'assistance. On le voit parmi nos clients, l'aspect humain dans un centre de contact qui gère de l'assistance, c'est primordial. Et pour eux, la digitalisation, ça doit être une aide, mais on doit garder de l'empathie dans la relation. Si vous appelez une assistance parce que vous venez d'être victime d'une panne ou d'un accident, c'est évident qu'on n'a pas spécialement envie de le faire sur WhatsApp ou en chat ou vis-à-vis d'un chatbot. Donc, je pense qu'en fonction des marchés sur lesquels les marques interviennent, on a aussi, on va dire, un curseur de l'humanisation qui est plus ou moins fort à pousser. Oui, mais la voix et le canal téléphonique est revenu en force avec des volumes beaucoup plus importants depuis un an. Et derrière, évidemment, ce sont les téléconseillers qui réassurent, qui apportent cette expertise. Donc, on observe que ça a quand même bien changé depuis le début Covid. Pour aller dans ton sens, Karine, on a monté un groupe de travail valeurs clients pour essayer de trouver une corrélation au sein de la FRC entre les indicateurs, les CX que Forrester connaît par cœur, mais aussi le NPS, mais aussi le Customer Effort Score et la performance de l'entreprise, chiffre d'affaires et rentabilité. Et systématiquement, on trouve des corrélations. Donc, il n'y a plus à le prouver, c'est écrit. Maintenant, il faut juste arriver à convaincre les chefs d'entreprise et les DAF que non, ce n'est pas un centre de coûts et qu'ils ont intérêt à investir dans l'expérience client, investir dans les technologies, dans l'humain, dans les process, tout ce qu'on est en train de dire, pour qu'ils puissent fidéliser leur clientèle. Le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est la Maïf. Tu parlais d'assistance, Hervé, ils sont dans le domaine de l'assurance et des mutuelles. La Maïf a pris aussi sur elle la décision, au-delà d'offrir des masques et du gel hydroalcoolique, pendant la crise, ils ont baissé les primes des automobilistes, puisqu'évidemment, ils avaient beaucoup moins d'accidents. Et donc, ils l'ont fait savoir en téléphonant et en ayant justement ce lien humain à travers leur relation client. Donc, je pense que toutes ces initiatives ont permis de mettre en avant que l'expérience client est une discipline, que c'est dans le mix marketing plus important que le prix et le produit et la promotion. Dans les 4 P du marketing, on n'arrête pas de le rabâcher, mais l'expérience devient un élément différenciateur très, très important. Et on est ravis aussi de travailler avec Forrester je termine là-dessus, sur le CX des employés, puisque tu as le CX du client, mais tu as aussi le Customer Index de l'employé, de l'expérience de l'employé. Tout est lié, c'est-à-dire que si tu arrives à engager tes téléconseillers, évidemment, tu engageras tes clients en même temps. Deux petites remarques pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Eric. La première, c'est effectivement que la Maïf, étant moi-même client de la Maïf, je confirme que effectivement ils ont eu cette démarche. Ils sont même allés encore un cran plus loin, c'est-à-dire que la proposition de réduction de la prime d'assurance parce qu'effectivement il y a eu un accident, elle était à la fois soit offerte à l'assuré,
soit l'assuré pouvait avoir la possibilité, au travers de la Maïf, de faire don de cette réduction de prime d'assurance à une association derrière. Donc, ils ont vraiment poussé le curseur encore plus loin vis-à-vis de leurs assurés. Et le deuxième point, quand tu parlais de la mesure de NPS interne, quelque part, à savoir le niveau de satisfaction des employés, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec nos clients où on vient de plus en plus leur proposer de commencer une démarche de mesure de NPS en interne, en même temps que l'externe, puisqu'aujourd'hui, tout le monde se concentrait sur le NPS visible depuis le client. Mais de notre expérience, ce qu'on a vu, c'est qu'améliorer le NPS interne d'un point va améliorer le NPS externe vis-à-vis des clients externes d'un point aussi. Et ça se fait à travers des process, des outils, des formations, tout ce qui peut amener l'agent à se sentir d'autant plus autonome et d'avoir les bons outils pour mieux servir ses clients. Donc ça, c'est un point effectivement qui est clé aujourd'hui dans la démarche d'amélioration de l'expérience client. C'est pas penser uniquement NPS vis-à-vis des clients, mais aussi le NPS interne. À ce titre, on a un exemple. Au premier confinement, on a un de nos clients qui est venu nous voir en nous disant on a dû mettre tous nos collaborateurs en travail à distance et on a peur de perdre le lien. On a peur de perdre quelque part la sensation, le feeling des collaborateurs, comment ils se sentent par rapport aux outils qu'on leur a mis à disposition à distance ou autres. Et on a mis en place pour eux donc cette mesure ce questionnaire de satisfaction pour à la fois s'assurer qu'ils avaient les bons outils, mais aussi de garder le lien avec les collaborateurs. Et donc, on faisait des enquêtes régulières pour venir demander aux collaborateurs et aux agents en particulier du centre de contact comment ils se sentaient. Est-ce qu'ils avaient toujours le lien avec, ils se sentaient supportés par leur organisation, est-ce qu'ils avaient les bons outils? Et puis après, des questions qui étaient plus de l'ordre du bien-être en télétravail, parce que c'était le premier confinement et je pense que c'était un choc pour beaucoup de personnes, quel que soit le milieu. Je pense que c'est important à souligner le rôle que la technologie peut jouer. Je vois on a vu dans le passé beaucoup de marques se ruer un peu sur le déploiement de solutions automatisées en essayant d'éloigner les clients de ce contact, justement. Et je pense que c'est une grave erreur. La technologie devrait être au service de ce lien entre le client et les agents, mais aussi aider l'agent dans sa tâche quotidienne. Et on voit également très bien, tu indiquais la corrélation entre le NPS interne et celui externe. On voit également dans notre index d'expérience employée le lien direct vers l'expérience client. Et parmi, je dirais, les facteurs d'expérience employée les plus différenciants, ceux qui ont plus d'impact, la technologie, c'est-à-dire le fait d'avoir des outils qui sont adéquats pour faire son travail quotidien, est un des plus gros facteurs qui a un effet sur l'expérience des agents. Donc, bien faire attention à positionner cette technologie d'une manière qui va vraiment aider ce lien. Je pense que c'est très, très important. Après, aujourd'hui, tu as des marques qui sont prêtes à aller beaucoup plus loin dans l'autonomie laissée aux collaborateurs, donc supprimer un petit peu tout ce qu'on a vu apparaître avec des scripts et avec des process qui étaient très lourds. Une marque comme Darty, Fnac Darty, aujourd'hui est en train de tester une gouvernance, surtout avec des solutions de télétravail. Et Dieu sait si le télétravail va continuer de s'exercer, puisque en 2007, on ne voulait pas en entendre parler, et là, à partir de 2020, en 2 jours, on a vu des dizaines de milliers de téléconseillers basculer en télétravail. C'était incroyable. Aujourd'hui, les organisations syndicales en France sont en train de demander, c'est elles qui le demandent, 2 jours travailler en télétravail et 3 jours en entreprise. Donc, cette mixité va continuer et Fnac Darty est en train de tester l'autonomie, de l'autogouvernance pour laisser beaucoup plus de liberté aux téléconseillers qui peuvent eux-mêmes apporter des solutions dans la construction des parcours clients, ce que tu disais. C'est-à-dire que qui connaît mieux un parcours client qui peut être rigide, qui peut avoir un certain nombre de freins, qui peut avoir des rigidités, oui, c'est le cas de le dire, qui le connaît mieux qu'un téléconseiller. Donc, c'est à lui de dire ce qui ne va pas, quels sont les
les pain points et essayer de fluidifier au maximum le parcours client. Je citerai encore une marque qui nous fascine. Bon, vous aimez ou vous n'aimez pas, hein, mais c'est Coca-Cola. Coca-Cola est une marque qui a été très loin dans sa discussion sur l'expérience client, sur sa stratégie, puisqu'elle a décidé d'abord de créer une direction qu'elle a appelée direction client au niveau mondial, et qui en fait décide que le client est un média. C'est très fort, je trouve, de dire ça. Ce n'est pas un individu, c'est un média, c'est-à-dire qu'il peut être un influenceur, un détracteur. Il va sur l'ensemble des réseaux sociaux pour parler de la marque et de ses produits. Donc, ils ont mis en place une tour de contrôle que le directeur client, bien sûr, dirige. Cette tour de contrôle permet d'analyser, de traquer toutes les conversations vocales, écrites, de voir tout ce qui se dit sur la marque, sur les produits. Et donc, ils ont décidé de co-créer des produits avec leurs clients. Je trouve que là, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que non seulement tu engages tes collaborateurs et tu engages tes clients, mais tu leur permets de rentrer dans l'entreprise pour co-créer avec toi les parcours clients et les produits. Et ça, je voudrais saluer quand même ces initiatives. La CAMIF fait pareil en France. Les clients ont la possibilité de co-créer les produits, c'est-à-dire les canapés, les meubles, et de la même façon de co-designer, hein, et de la même façon les collaborateurs aussi. Je trouve que là, c'est vraiment le futur des entreprises, c'est d'être libérées, d'être ouvertes, de coopérer en fait avec leurs parties prenantes. Les outils le permettent. Je pense que Forrester, tu dois l'observer aussi. C'est un peu l'avenir, c'est-à-dire qu'on rentre par l'expérience client dans une entreprise pour justement l'aider à grandir, mais que tout le monde soit en fait, trouve de l'intérêt dans cette croissance, de pouvoir personnaliser les produits et l'expérience client. Je pense que c'est des bons exemples. Je pense que on parle beaucoup de customer experience au quotidien et de plus en plus, mais là c'est un cran de plus, c'est le customer intimacy, parce qu'en fait on vient créer un lien de proximité forte avec le client qui se sent beaucoup plus proche de l'organisation avec laquelle il est en contact. Et le customer intimacy aujourd'hui, ça ne fonctionne que si les agents disposent des bons moyens, des formations et de la bonne culture d'entreprise pour créer cette intimité dans la relation. Et c'est effectivement, c'est impossible à mettre en place si le seul raisonnement dans l'entreprise, c'est la notion, effectivement, comme disait Karine tout à l'heure, d'optimisation des coûts. Je pense qu'à un moment donné, on a tout à gagner et je pense que même si le ROI peut être un peu compliqué à calculer dans un premier temps, c'est une notion d'investissement qui, de toute façon, sera bénéfique pour l'entreprise. Je ne sais pas si je peux partager avec vous aussi cette réflexion qu'on a au sein de la FRC, c'est que, en fait, si on prend la crise Covid de façon positive, elle nous a fait gagner 5 ans dans les changements de mentalité. Changement de mentalité des consommateurs, qui demandent de la proximité, de la transparence, bien sûr plus de respect de la planète auprès des entreprises, mais on a aussi eu des changements de façon de travailler des organisations. Je parlais d'autogouvernance tout à l'heure, hein, sans aller jusqu'à l'allocratie, hein, que des marques comme Zappos faisaient, mais de donner plus de liberté. Et est-ce que vous deux, vous avez observé aussi des changements des 5 ans gagnés avec l'utilisation du digital sur d'autres formes, le télétravail, enfin, est-ce qu'on a des bouleversements dans les organisations aussi que vous observez? Je dois dire que c'est aussi ce que je retiens de l'effet positif de la pandémie, c'est cette mise en place des bonnes pratiques, de la bonne approche pour le design de service, c'est-à-dire de regarder la réalité en face. Quelquefois, ça fait mal, hein, mais la pandémie n'a pas laissé de choix, en fait. Il a vraiment fallu regarder les choses en face et essayer de mettre en place ce qui pourrait être, qui parfois, avec les changements de régulation, on avait des changements toutes les 2 semaines, donc c'est pas forcément évident. Mais je trouve que essayer des choses pour mettre en place du drive, ou organiser les choses de manière plus avec la co-création et de manière itérative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris cette semaine de ce qu'on a essayé, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour la semaine prochaine. Et j'ai clairement vu
mise en place des bonnes pratiques de design de service avec du prototypage et des choses pas forcément parfaites qui étaient mises en place, mais qui étaient acceptées. Et je trouve que c'est une belle opportunité de se dire, gardons cet esprit, gardons ces bonnes pratiques pour continuer d'apprendre à tester, essayer des choses avec une participation très active de l'ensemble des acteurs d'un service. Je pense qu'il ne faut pas négliger une chose aussi, c'est que, quoi qu'on en dise, l'ensemble des agents aujourd'hui au sein de services clients ou de support client, ils sont aussi eux-mêmes clients d'autres centres de services de support client. Et la période de confinement qui a été quand même génératrice de stress pour une grande partie de la population, mais ils l'ont ressenti de la même façon. Et ça a peut-être aussi, quelque part, créé une notion de partage du stress, puisque tout le monde était dans la même situation. Donc, le stress ou les attentes qui étaient générées par un client qui faisait appel à un service client, l'empathie du collaborateur, de l'agent qui prend l'appel, elle était dans une notion de partage du stress, puisque tout le monde était dans la même situation. Et c'est d'autant plus important, effectivement, de mettre les bons moyens aux agents pour mieux servir les clients. C'est sûr que mettre des agents en télétravail, typiquement, et avec des moyens qui ne sont pas forcément adaptés, c'est le meilleur moyen que d'amplifier le stress et moins bien servir ses clients. Le premier confinement, je pense, a été effectivement un bouleversement, y compris un bouleversement technologique, parce que je pense qu'il y avait peu d'organisations qui étaient prêtes à mettre quasiment 100% de son service client en travail à distance. Mais entre le premier confinement et aujourd'hui, on a vu une normalisation du travail à distance. On a vu un effort apporté sur les outils et en parallèle, cette notion que j'évoquais tout à l'heure de NPS interne et de mesure de la satisfaction des employés parce qu'ils sont dans une situation qui perdure et dans laquelle qui peut être génératrice de stress. Et donc, cette prise de température, entre guillemets, de l'agent qui vient régulièrement est une notion qui est assez nouvelle dans beaucoup de services clients, mais qui devient la norme. Et heureusement que ça devient la norme, puisque c'est ce qui va permettre effectivement d'aller chercher des axes d'amélioration et de faire contribuer les agents aux axes d'amélioration. Tout à fait. Ouais, je pense, je ne sais pas si on a des questions, mais juste des questions qui reviennent souvent à la FRC pour alimenter le débat, c'est que en fait, on a vu aussi la multiplication des canaux, la multiplication des volumes, les interactions sur, d'ailleurs, plus il y a de canaux, plus il y a de volume. Donc, de toute façon, l'expérience client, elle est devenue, ce que je disais tout à l'heure, c'est une discipline qui est indispensable dans les entreprises pour à la fois observer, mais aussi pour répondre, pour traiter les demandes. Donc, je pense que on est passé dans l'ère de l'expérience et pour longtemps, tant mieux. Hein. On ne parlera plus des canaux, hein, les centres d'appel, tout ça, c'est derrière nous, c'est le passé. On va vraiment se projeter maintenant vers comment est-ce que j'arrive à connaître, parce que la data est indispensable, bien sûr en respectant toutes les règles, RGPD, les cookies tiers qui ont disparu, la e-privacy qui devient de plus en plus difficile, mais encore au service, il faut surtout penser service aux consommateurs. Donc, comment est-ce que j'améliore la data et je traite la data qui m'intéresse pour satisfaire. Donc là aussi, ça veut dire de la proximité, de la personnalisation, ce que vous disiez tous les deux, avec aussi bien sûr de la disponibilité, parce que si tu n'arrives pas à contacter un centre de relation client, ça sert à rien. Et puis fidéliser, avec énormément de feedback, des solutions de feedback qui sont simples, rapides, qui ne sont pas ennuyeuses pour le client. Donc on voit que sur toute cette chaîne, tout ce parcours, l'expérience va devenir de toute façon de plus en plus cruciale. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense à la FRC, hein, pour que les marques se différencient, et on l'a bien prouvé, je pense, dans notre discussion tous les trois. Moi, je pense que les membres de la FRC dans leur ensemble sont plutôt alignés là-dessus, Eric, hein, il n'y a pas de débat. Hein. Je pense que les convaincre les autres. Oui, c'est ça, mais c'est devenu un point clé aujourd'hui. Enfin, on a tous besoin, et je pense que le niveau d'attente aujourd'hui vis-à-vis d'un service client, le niveau d'attente a augmenté encore plus que ça pouvait être le cas auparavant, et il n'y a rien de plus frustrant effectivement que d'avoir des difficultés à parler à quelqu'un dans un centre de service client.
Donc, à un moment donné, tout dépend de la requête. On parlait tout à l'heure de l'assistance. S'il faut passer par un SVI à 12 questions pour parler à un agent alors qu'on est dans une situation de stress ou, comme le disait Karine tout à l'heure, on perd sa carte bleue et on passe 10 minutes sur un SVI, je pense qu'effectivement, c'est pas la bonne approche. Et du coup, ça fait perdre de la valeur à ce que peut apporter l'agent une fois qu'il est en contact avec son client. Donc, si on veut pouvoir quelque part bien représenter la valeur ajoutée du collaborateur avec son client, c'est pas créer de stress ou de frustration en amont de la mise en relation. Donc c'est là qu'il y a des vrais efforts à faire aujourd'hui. On voit encore aujourd'hui des SVI où le client peut passer plus d'une minute ou 1 minute 30 dans un SVI avant de parler à un agent, ce qui aujourd'hui est extrêmement frustrant, je pense, pour tout le monde, quel que soit le sujet. Oui, pour compléter ce que tu dis, en fait, on a décidé, la FRC, de créer les palmes de la relation client, mais aussi les palmes de l'expérience citoyen. Donc, le citoyen, le patient, qui sont traités par des services publics, sont les mêmes évidemment, sont les mêmes individus que lorsqu'ils sont consommateurs ou clients. Et je pense qu'on a le niveau qui globalement monte parce que, en effet, on est tous en train de faire aussi monter les indicateurs, l'exigence. Et en période de Covid, ils ont eu besoin de se rassurer. Donc, on va avoir des marques qui, si les marques n'arrivent pas à suivre ce chemin de l'excellence, elles seront, nous c'est ce qu'on pense, elles seront laissées de côté, c'est-à-dire qu'elles seront abandonnées par les clients. On va choisir aujourd'hui une marque par rapport à une autre, et Dieu sait c'est facile en un clic, par rapport à son niveau d'excellence dans l'expérience. Et les marques qui n'auront pas investi, qui considéreront que c'est une descente des coûts, disparaîtront. Nous, c'est ce qu'on pense. C'est quand même, ça devient crucial. Effectivement, ce que l'on voit à Forrester, c'est que la qualité de cette expérience, pour vraiment comprendre ce qui est à mettre en place, il faut regarder est-ce que c'est facile d'avoir une interaction avec une marque, est-ce que les parcours sont efficaces, mais essentiellement, quel est l'aspect émotionnel de cet échange. Et je pense que c'est très facile de mesurer son efficacité et sa facilité d'utilisation. L'aspect émotionnel, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a encore des marques qui sont timides à se pencher sur la question. Je pense que vraiment le moment de basculement peut se faire quand la marque prend en considération cet aspect émotionnel, côté client, évidemment, côté agent. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Je profite de ce petit moment de wrap-up pour encourager l'ensemble des participants aussi à venir aux palmes de la FRC en octobre, Eric. Je pense que merci pour cette publicité. En effet, les palmes auront bien lieu le 4 octobre, lundi 4 octobre, au Théâtre de Paris. Nous n'avons plus pour l'instant de jauge, donc on pourra être 500 ou 600 personnes dans le théâtre et à distance également. Donc venez candidater jusqu'au 23 juillet. On a 6 catégories. Directeur de l'année, jeune pousse, expérience client, expérience collaborateur. Et puis on a aussi la transformation par l'expérience client. On en a un petit peu parlé tous ensemble. Et que les entreprises sont en train de se transformer par l'expérience client, en mettant le client au centre. Et ça, c'est vraiment, je trouve, à saluer. Donc, on récompensera également les marques qui s'engagent dans cette démarche. Donc, oui, c'est le 4 octobre à Paris. Venez nombreux. Merci. C'est un plaisir, Eric. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Karine. Merci, Eric. Et merci à l'ensemble des participants. Ça a été un plaisir d'aborder ce sujet avec vous. Et puis en espérant que ça reste au cœur des consciences de tout le monde, qu'effectivement le vrai sujet du moment, c'est avant la technologie, la réduction de coûts, c'est comment mettre l'expérience client au centre des préoccupations des marques aujourd'hui. Et notre rôle, entre autres chez Sabio, c'est d'accompagner ces marques pour avoir la bonne technologie, les bonnes approches, le bon conseil, la mesure de satisfaction pour adresser au mieux les clients et améliorer l'expérience pour vos clients.
Donc, je vous remercie beaucoup. Eric, Karine, c'était un plaisir. Merci Hervé, merci à tous. Vive l'expérience client. Vive l'expérience client, exactement. Merci Eric. À bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Merci à tous.